La parole est à moi. Merci. Donc là, on me voit. Vous me voyez. Bon, très bien. Alors, je vais vous proposer une lecture qui va durer en gros une petite heure et qui est simplement la lecture d'ailleurs de mon dernier roman qui s'intitule La loi du rêveur. Euh, le plus simple, c'est que je vous lis à peu près pendant une heure et puis ensuite nous quittons. Donc, la loi du rêveur. Chapitre 1, première partie, l'inondation. Chapitre 1. Pour autant qu'on puisse dater ce genre de naissance, je suis devenu écrivain la nuit de cette conversation avec Louis. J'avais 10 ans et j'affirmais à mon meilleur copain que la lumière, c'est de l'eau. De l'eau. Tu es sûr de ce que tu dis? Parfaitement, la lumière, c'est de l'eau. La lumière électrique, celle de notre lampe de chevet, c'est de la flotte. Vercors, nuit tombée, la conversation avait lieu dans ma chambre d'enfant, dont Louis était l'invité perpétuel. Lui dans son lit, moi dans le mien, notre lampe de chevet entre nous et un dessin très coloré de Federico Fellini accroché au-dessus de nos têtes. C'est le décor. Ouais, la lumière jaune des ampoules et la lumière blanche des néons, c'est de l'eau. Bah, qui t'a raconté ça? Le maître, la semaine dernière, le jour où tu étais absent, il nous a expliqué qu'en montagne, c'est-à-dire ici, la lumière, c'est de l'eau, des rivières qu'on transforme en lacs grâce à des barrages et qu'on apprivoise dans des usines spéciales. De la flotte qu'on apprivoise. T'es sûr que tu as bien compris? Je n'en étais plus si sûr, mais Louis avait tellement l'air de se foutre de moi que j'ai fui dans l'improvisation. J'ai parfaitement compris. Une fois apprivoisée, l'eau coule à toute allure dans les fils électriques et elle tourne si vite dans les filaments des ampoules qu'à force de chauffer, ça fait de la lumière. Louis se tourna vers le mur. Ou t'as compris de travers ou tu racontes n'importe quoi. Il ajouta: c'est normal d'ailleurs, quand j'avais ton âge, je faisais pareil. C'était une vieille plaisanterie entre nous. Il était né un 31 décembre et moi le 1er janvier. Mais on n'a qu'un seul jour de différence. Ah, même si j'étais né le 31 à 23h59 et toi le 1er à 0h01 seconde, ça ferait 1 an de différence. Et en 1 an, on a le temps d'apprendre un tas de trucs, tu verras. Le genre de blague dont on ne se lassait jamais. Notre bavardage aurait duré toute la nuit si la tête de ma mère n'avait surgi par l'entrebâillement de la porte. Et éteignez et taisez-vous, les garçons. On part tôt demain matin, et la route sera longue. Dormez. En éteignant notre lampe de chevet, j'ai soufflé à Louis: un jour, c'est pas un an, et la lumière, c'est de l'eau. Il y avait beaucoup de sommeil dans sa voix quand il a répondu: on verra ça demain quand tu auras mon âge. La seconde d'après, on n'entendait plus dans la maison que les voix lointaines de la télévision. Mon père et ma mère regardaient une de ces émissions où l'on débattait déjà de l'avenir de la France et de la santé de la planète. Les parents s'assoupissaient régulièrement devant l'écran allumé pour se réveiller en sursaut à ces heures où, l'humanité dormant, la télévision raconte la vie des bêtes. Chapitre 2. Louis dormait depuis longtemps quand je continuais à me demander ce qu'avait dit le maître exactement. Il nous avait parlé des centrales nucléaires, il nous avait parlé des éoliennes qui, selon lui, faisaient de l'électricité avec le vent, mais aussi de ces barrages dans la montagne qui produisaient de la lumière avec de l'eau. C'était le cas de l'usine hydroélectrique où mes parents nous emmèneraient le lendemain dans les Alpes de Haute-Provence et qui avait été à l'origine de notre discussion. Le projet de cette randonnée nous excitait beaucoup. Mon père nous avait promis un tas de choses. Nous pourrions faire de l'escalade, de la spéléo, nous baigner dans le lac et même apprendre à nager sous l'eau
avec des bouteilles d'air comprimé comme les adultes. La Mégarando, avait-il promis. Louis et moi étions très intéressés par la perspective de la plongée. Vous avez raison, les garçons. La natation subaquatique va faire de vous d'authentiques poissons. Vous serez libérés de la pesanteur. Quelques années plus tard, ces sorties en famille m'ennuieraient un peu, bien sûr. Mais à 10 ans, rien ne pouvait me faire plus plaisir, surtout si Louis nous accompagnait. Nos sacs à dos, nos cordes de rappel, nos bouteilles d'air comprimé, nos palmes nous attendaient au pied de nos lits. Mais ça promettait d'être une sacrée expédition. Et puis demain, en arrivant au grand barrage, mon père nous apprendrait tout ce qu'il y avait à savoir sur l'électricité de montagne. C'était le roi de l'explication. Même Louis en convenait. Tout en songeant à cela, je pouvais presque entendre ce que disaient les débatteurs de la télé. C'est que la porte de la chambre était restée entrebâillée. Maman avait-elle l'intention de nous surveiller toute la nuit ou avait-elle simplement oublié de la refermer? Avec quoi qu'il en fût, la veilleuse de ma petite chambre luisait dans le couloir. Tiens, me dis-je, pourquoi les parents ont-ils allumé la veilleuse? Il y avait au moins 4 ou 5 ans qu'on ne l'allumait plus. J'étais plus un bébé, j'avais plus peur du noir. De plus, Louis était là. Pourtant, je voyais bien l'auréole rousse là-bas, dans la nuit du couloir, déployée autour de la petite ampoule comme l'œil ouvert d'un hibou. Je n'arrivais pas à en détourner les yeux. Ce hibou va m'empêcher de dormir, me dis-je. Je résolus de fixer cet œil jusqu'à ce qu'il se ferme. Un garçon de 10 ans croit dur comme fer à ce genre de choses. Si je regarde cette veilleuse assez longtemps sans cligner des yeux, elle s'éteindra d'elle-même, pure affaire de volonté. Le hibou fermera son œil. Tu paries? Je ne sais combien de temps dura ce duel entre la veilleuse et moi. Tout devenait très noir autour de cette lueur dorée. Il n'y avait plus au monde que l'œil de ce hibou qui me défiait dans la nuit. Regarde-moi. Allez, regarde-moi. Volonté contre volonté. Et finalement, j'ai gagné, a fait la veilleuse. Je connaissais ce bruit. Victoire, l'ampoule a explosé. Je l'ai fixée si intensément qu'elle a explosé. Suivi d'une petite pluie de verre sur le lino du couloir. Je me suis tourné en souriant contre le mur pour m'endormir. Mais je ne me suis pas endormi. Du fond du couloir, le hibou continuait de me provoquer. Regarde-moi, regarde-moi encore, regarde mon œil crevé si t'en as le courage. Et je ne l'avais pas. Une peur montée de ma plus petite enfance m'interdisait de relever ce défi. Je m'efforçais de fixer le plafond, pourtant invisible dans la nuit. La peur me maintint un long moment dans cette position, puis la honte l'emportant, mais t'as 10 ans quand même. Je fis de nouveau face au hibou. Éruption de terreur. Là-bas, dans le couloir, un liquide jaune coulait de l'ampoule éventrée. Il coulait sans bruit et se répandait sur le sol. J'appelai Louis à voix basse. Lou. J'avais 2 bonnes raisons de réveiller mon ami. La peur, d'abord, l'effroi hérissait vraiment les pores de ma peau, et la joie de lui prouver que j'avais eu raison tout à l'heure. Lou, crétin, réveille-toi, regarde! La lumière coulait continuellement de l'ampoule éventrée. Le silence ajoutait à ma frayeur. Le silence et le fait que la flaque sur le sol s'élargissait. Il y avait beaucoup plus de lumière dans cette flaque que ne pouvait en contenir une si petite ampoule. Tout en appelant Louis, je tâtonnais dans l'obscurité vers notre lampe de chevet. Allez, réveille-toi, Lou! C'est pas de la lumière liquide, ça? C'est même une inondation de lumière. Une lumière qui, d'ailleurs, n'éclairait rien. Le couloir était tout à fait obscur autour de la flaque. On n'y voyait que ce liquide s'étalant sans rien éclairer autour de lui. Cette lumière ne rayonnait plus. Elle n'éclairait qu'elle-même. Ce n'était plus de la lumière, c'était une sorte de miel sans éclat qui se répandait dans la nuit, une vraie mare à présent, s'élargissant dans l'obscurité totale.
Il faisait si noir dans notre chambre que je ne voyais même pas le lit de Louis. Lou, bon Dieu, réveille-toi, regarde ça, je te dis. Ma main trouva enfin le câble de notre lampe, puis l'interrupteur. J'allumai avec un immense soulagement. Regarde, Lou! Mais le lit de Louis était vide. Pas même d'effet. Louis n'était plus dans la chambre et tout son équipement avait disparu. La surprise me fit tirer si violemment sur le câble de la lampe qu'elle valdingua contre le mur. Son ampoule explosa comme un fruit mûr, explosion jaune, un jaune beaucoup plus vif que le miel de la veilleuse, mais une coulée tout aussi constante. On aurait dit de l'or. Enfin, en tout cas, l'or de ces petites fleurs de prairie que ma mère appelait boutons d'or. C'était exactement ça. Une éclaboussure de boutons d'or contre le mur et sur le sol, cette coulée très jaune qui, elle non plus, n'éclairait rien. Il faisait même de plus en plus noir dans notre chambre. Chapitre 3. Je saisis à tâtons mon sac de randonnée, je le vidai sur mon lit, jetant mes affaires les unes après les autres, jusqu'à ce que mes doigts reconnaissent ma lampe frontale, celle que mon père nous obligeait à porter quand nous faisions de la spéléo. Mon front, à présent, éclairait la chambre. Le lit de Louis était vide, oui, et ses affaires avaient bien disparu. Notre lampe de chevet gisait bien sur le sol. Une coulée d'or sans éclat s'en échappait, qui allait atteindre la porte avant moi, si je ne me dépêchais pas de sortir. Papa, maman! Je me suis rué hors de la chambre. J'ai sauté par-dessus la flaque, j'ai couru dans le couloir, en évitant le miel de la veilleuse, en sautant d'îlot d'ombre en îlot d'ombre, comme on traverse une rivière de pierre en pierre, très attentif à ne pas glisser, à ne pas toucher la lumière, bref, à ne pas m'électrocuter. Papa, maman! Je dévalai l'escalier et quand j'ouvris la porte du salon, les parents n'y étaient plus. Il n'y avait plus que le poste de télévision. Je le dis aujourd'hui tranquillement, mais cette nuit-là, je restais plusieurs secondes debout devant ce poste sans comprendre ce que je voyais. La télé était éventrée, il s'en écoulait une large nappe de lumière silencieuse, faite de visages qui se distendaient comme du chewing-gum. Certaines bouches parlaient encore, on voyait le mouvement de leurs lèvres, mais on n'entendait plus un mot. Puis, à force de s'étirer, les visages perdaient toute forme et les couleurs se mêlaient les unes aux autres, comme faisait le chocolat dans mon lait quand il se mélange. Je voyais tout ça et je me disais, c'est un court-circuit. Ça paraît fou, mais je n'étais plus surpris par l'inondation de lumière. On s'habitue vite. Je me disais juste qu'avec mes bêtises, j'avais dû provoquer un court-circuit général. Tout ce qui est branché dans la maison doit être foutu, me disais-je. Le frigo, le téléphone, le chauffe-eau, tout a dû sauter. Faut que je réveille papa. Voilà l'urgence. Faut que je réveille papa. Qu'on fonce au compteur électrique, qu'on coupe le courant pour que tout s'arrête. Il n'y a pas d'autre solution, couper le courant et que tout rentre dans l'ordre. Seulement, pour atteindre la chambre des parents, attendez, je prends une petite horloge en lisant. Voilà. Seulement, pour atteindre la chambre des parents, il fallait traverser le salon, presque entièrement inondé par la lumière marbrée de la télé. Et cette coulée me faisait aussi penser à la plaque de marbre sur la cheminée de ma grand-mère, une cheminée où trônait un Saint-Sébastien, la tête illuminée par l'or d'une immense auréole. L'or d'une immense auréole. Ce marbre était une pierre sombre et glacée, où quantité de couleurs s'entremêlaient en figures changeantes. Comme dans la lumière morte qui envahissait maintenant le salon. Je me souviens avoir roulé le tapis pour faire barrage à la flaque. Un instant, la lumière s'arrêta. Elle reflua même vers le téléviseur, juste le temps de me laisser atteindre la porte des parents. Quand je la refermai sur moi, la dernière chose que je vis, ce fut le salon, inondé par cette coulée multicolore
que rejoignait une cascade de miel et d'or dégringolant sans bruit les marches de l'escalier. La cascade charriait mon équipement pour la randonnée. Les bouteilles d'air comprimé rebondissaient de marche en marche. « Papa, maman, réveillez-vous » Mais je sentis que je parlais dans une chambre vide. Mes parents n'y étaient pas. Je le sentais si fort que je n'osais pas regarder leur lit. Pourtant, il fallut bien me décider, et quand le faisceau de ma lampe frontale s'y posa enfin, je vis que le lit était vide. En effet, comme celui de Louis. Pas même d'effet lui non plus, et que leur équipement de randonnée avait disparu. Papa, maman. Mais cette fois, le cri resta dans ma gorge. Le faisceau de ma lampe balaya les 4 murs. Il y rencontra les robes de chambre de mes parents, suspendues à leur patère, puis il se perdit par la fenêtre ouverte. De chaque côté de ce trou d'ombre, les rideaux ondulaient doucement sous le souffle de la nuit. Ils sont sortis par là, me dis-je. Je traversai la chambre et enjambai la fenêtre à mon tour. Chapitre 4. Je suppose que j'avais dans l'idée d'aller chercher du secours, ou peut-être seulement de la compagnie. Je ne voulais plus rester seul dans cette maison. Je ne comprenais pas pourquoi ils m'avaient tous abandonné, papa, maman, Louis, mes parents, mon meilleur copain, ni pourquoi ils avaient emporté leur équipement. Et ils n'étaient tout de même pas partis faire la randonnée sans moi. Y avait-il un rapport avec l'inondation de lumière? Était-il furieux parce que j'avais provoqué cette catastrophe? Enfin, tout de même. On n'abandonne pas son enfant parce qu'il a fait une bêtise, si grosse soit-elle. On ne laisse pas tomber son meilleur ami en pleine nuit parce qu'il a eu raison dans une conversation d'avant-sommeil. Personne ne fait ça. Surtout pas mes parents. Surtout pas Louis. Mon père et Moon, ma mère, étaient des parents si parfaits que je me demandais parfois si je ne les avais pas choisis moi-même avant ma naissance. Comme si, avant d'être conçus, tous les enfants du monde planaient au-dessus d'un gigantesque marché de parents. Enfin, marché n'est pas le bon mot, ça fait un peu esclave, mais j'en trouve pas d'autres. Et choisissaient ceux avec qui ils voulaient vivre. Sur quels critères ce choix? M'avait demandé Louis 2 ou 3 ans plus tard, un soir que nous en débattions. Pourquoi ces parents-là et pas d'autres? Je ne sais pas, l'intuition. On choisit les parents qui nous paraissent les plus sympas. Sympa. Et qu'est-ce que ça veut dire, sympa? Ben, sympa, quoi, comme mes parents, comme ta mère. Et comme mon père, peut-être? Silence embarrassé, le père de Louis était mort quelques années plus tôt. C'est pour te dire que ton critère sympa est insuffisant. Mon père était très sympa. Il n'y avait pas plus sympa, mais il était aussi très mortel. Si c'est moi qui l'ai choisi, je me suis un peu gouré, non? J'aurais pu le choisir un peu moins sympa et un peu plus durable. Tu trouves pas? Avec Louis, les conversations pouvaient partir de n'importe quoi. Le choix des parents, l'électricité liquide, la différence entre les chiens et les chats, les garçons et les filles, vraiment n'importe quoi. Et on ne savait jamais où elle nous menait. C'est pas nous qui choisissons nos parents, conclut-il ce soir-là. Et c'est pas eux qui nous choisissent non plus. C'est la grande loterie génétique. La quoi? Laisse tomber, on finira demain. Nos débats avaient principalement lieu le soir. Ne jamais finir une discussion avant de nous endormir, disait Louis. On risquerait de ne plus rien avoir à nous dire en nous réveillant, et ça, ce serait terrible. Bref, cette nuit-là, la nuit de l'inondation, je suis sorti par la fenêtre des parents. Peut-être avait-il eu peur de traverser le salon. Peut-être l'électricité liquide faisait-elle déjà barrage devant la porte de la maison. Peut-être, face à la cascade de l'escalier qui charriait mes affaires de randonnée, n'avait-il pas osé ou pas pu monter nous sauver. Peut-être avait-il sauté par la fenêtre pour chercher du secours, tout simplement.
Ils ne m'avaient pas abandonné, bien au contraire. Ils étaient allés chercher des voisins, les pompiers, la police, je ne sais quoi. Et maintenant, c'était mon tour de passer par cette fenêtre. Chapitre 5. Ce que je vis dehors me pétrifia. Ce n'était pas seulement notre maison qui était inondée, c'était la ville entière. Des cascades de lumière morte coulaient sur les façades des immeubles. Les appartements vomissaient comme des ivrognes en fin de fête, coulées d'or et de miel, coulées blanches et poussiéreuses des néons, coulées multicolores des téléviseurs, flots de marbre liquide, ça dégoulinait de toutes les fenêtres jusque sur les trottoirs, ça emportait les poubelles qui flottaient en se dandinant, et c'était si glissant qu'au carrefour de l'église, les voitures se rentraient dedans, malgré les efforts de l'agent qui gesticulait pour tenter de régler la circulation. C'était un agent de mon enfance, avec pèlerine, képi et bâton blanc, un agent de cette époque-là. Il faisait très bien son boulot. On aurait dit un agent mécanique, planté là, sous le réverbère, au milieu de la place de l'église, indifférent à l'inondation. Il avait grimpé sur une chaise pour protéger ses pieds de la coulée de lumière et continuait de faire son devoir. Les voitures glissaient au carrefour et se percutaient comme des auto-tamponneuses. De leurs phares éclatés coulait aussitôt une lumière molle qui s'ajoutait à l'affreuse soupe marmoréenne où le rouge des feux de position laissait des arabesques sanguinolentes et tarabiscotées. Tout cela dans une nuit que rien n'éclairait. Parce que ce flot inconnu de lumière, parce que ce flot continu de lumière ne rayonnait pas davantage que tout à l'heure le miel de ma veilleuse. L'inondation envahissait une ville entièrement livrée à la nuit. Et dans cette obscurité absolue, les seules sources lumineuses étaient l'ampoule du réverbère, qui coiffait l'agent d'un cône de lumière blanche, l'enseigne rouge du tabac, qui clignotait au coin de notre rue, les faisceaux des phares avant qu'ils n'explosent, et aussi les habitacles éclairés des voitures en perdition. Ouais. Tous les conducteurs avaient allumé leur plafonnier au-dessus du rétroviseur. Pour se rassurer, j'imagine. Et les voitures semblaient des bulles de lumière perdues dans la nuit, où je pouvais voir les maris et les femmes se disputer, les enfants et les parents, les frères et les sœurs, les petits et les grands, tout le monde accusant tout le monde, chacun estimant que c'était la faute de l'autre si tu n'avais pas fait sauter cette veilleuse aussi, si tu n'avais pas fait tomber notre lampe de chevet, ce genre d'accusation que je pouvais presque lire sur leurs lèvres, pendant que toutes les voitures, accidentées ou pas, étaient emportées par le fleuve de lumière morte, comme les poubelles tout à l'heure, leur galerie encombrée de tout ce qu'on y avait ficelé à la hâte, y compris la voiture de mes parents, dont je voyais les visages passer maintenant sous notre fenêtre. Mon père tirant de toutes ses forces impuissantes sur le frein à main, ma mère pleurant parce que son fils ne se décidait pas à sauter pour la rejoindre. Mais sauter où, maman? Dans ce torrent électrique? Pour être grillé et emporté comme une vulgaire poubelle? Pas question. Apparemment, tout le monde cherchait à fuir. Il n'avait qu'une idée en tête, quitter la ville, avant qu'elle ne soit complètement submergée par cette marée de lumière morte, tout entière engloutie. Et chacun, dans sa fuite, ne pensait qu'à soi. Tout le monde se fichait des autres, sauf ma mère qui appelait son fils. Moon, le visage plaqué contre la vitre de la voiture qui m'appelait. Mais comment veux-tu que je saute là-dedans, maman? L'agent là-bas se cramponnait maintenant au réverbère. Sa chaise avait été emportée par le courant. Il levait les pieds très haut pour ne pas être électrocuté, mais il continuait de régler bravement la circulation en brandissant son bâton blanc de sa main libre et en sifflant plus fort que jamais. Monsieur l'agent! J'ai fini par l'appeler, j'avais tellement besoin de lui. Monsieur l'agent, aidez-moi, je veux rejoindre mes parents. Il avait trop à faire pour m'entendre.
Les voitures continuaient de se rentrer dedans au carrefour et à être emportées par le fleuve, maintenant torrentiel. « Mais vous allez me regarder, oui ?» Je fixais l'agent de toutes mes forces, comme tout à l'heure la veilleuse du couloir. Je me disais, si je le fixe assez longtemps, il finira par me voir et viendra à mon aide. Il finit par me voir, en effet, mais ne vint pas du tout à mon aide. « Hé, vous, là-bas, sur la fenêtre !» cria-t-il. « Vous voulez bien éteindre votre lampe frontale? Vous voyez pas que vous éblouissez tout le monde avec ce machin? Regardez-moi toutes ces bagnoles qui se rentrent dedans à cause de vous. » Pendant qu'il hurlait dans ma direction, sa voix m'était bizarrement familière, un camion dérapa, percuta le réverbère, soudain cassé, comme un coup, une douche de lumière blanche tomba sur la tête de l'agent et mon cœur cessa de battre. Il va mourir électrocuté, me dis-je. Je vais être le seul survivant de la ville. Éteignez-moi cette lampe frontale tout de suite, mon un chien, ou je vous éblouis moi aussi. Non seulement l'agent n'avait pas été électrocuté, mais il marchait sur moi, traversant le torrent à grandes enjambées furieuses. Il brandissait une de ces longues lampes torches avec lesquelles, dans les films américains, les policiers inspectent les voitures abandonnées. Il dégoulinait de lumière liquide et ses jambes faisaient des vagues de marbre dans le torrent silencieux. « Ça t'amuse, mon petit pote, que je sois trempé comme une soupe ?» Mais où avais-je entendu cette voix? Quand il fut juste en face de moi, il s'ébroua comme un chien. Un éventail de gouttelettes se déploya autour de son képi, scintillante sous le faisceau de ma lampe frontale, comme la grande auréole de Saint-Sébastien sur la cheminée de ma grand-mère. Il alluma sa lampe torche et la braqua sur moi. « Allez, assez roupillé, debout, mon petit pote. » Chapitre 6. Je me suis réveillé face à Louis, qui m'éblouissait avec sa frontale, tout en me versant sa gourde d'eau sur la tête. Son lit était fait, son sac sur son dos, il était fin prêt pour la randonnée, et c'est moi qui étais trempé comme une soupe, assis en sursaut dans mes draps inondés. « Bon alors les gars, vous descendez ou on part sans vous ?» Ah, c'était la voix de mon père en bas de l'escalier. « Allez, magne-toi, confirma Louis, ils nous attendent. » Il me jeta une serviette et dévala l'escalier. Deuxième partie. Sous un rêve de Federico. Citation. Le spectacle commençait dès que je fermais les yeux. Federico Fellini, le livre de mes rêves. Chapitre 7. Dans la voiture, bien sûr, j'aurais raconté mon rêve. Mais ça ressemble beaucoup au rêve de Federico, s'exclama ma mère. Elle parlait du dessin de Fellini qu'elle avait accroché dans ma chambre au-dessus de notre lit. Toi aussi, tu devrais les noter tes rêves, me dit mon père. Il fallut expliquer à Louis qui était Federico Fellini, un cinéaste italien que maman vénérait. Elle avait travaillé au costume sur plusieurs de ses films. Elle était même descendue à Rome, au studio 5 de Cinecittà, où Fellini tournait tout ce qui lui passait par la tête. Un matin, il avait déchiré la page du grand livre de contes sur lequel il dessinait ses propres rêves et avait tendu à Moon celui qu'il venait de faire. Elle l'avait encadré et suspendu dans ma chambre. Fellini note et dessine ses rêves à la seconde où il se réveille. Il a raison, approuva Louis. Les rêves, ça s'évapore comme de la flotte au soleil. C'était un été chaud, le soleil découpait sèchement le paysage. J'ai demandé « Vous le faites, vous? Vous les notez, vos rêves ?»« Oh, nos rêves n'arrivent pas à la cheville des tiens, répondit Louis. N'ont aucun intérêt. Toi, t'es vraiment le roi des rêveurs. À côté de toi, j'ai l'impression de ne pas savoir rêver. » Ce qui fit rire ma mère. « Mais qu'est-ce qui te prend, Louis? Tu fais des compliments à ton copain maintenant? C'est nouveau, ça. » Tout en regardant défiler le paysage, Louis répondit « Je suis très sérieux. Mon pote est un rêveur génial. Quand nous serons grands, il sera écrivain. Ou cinéaste, peut-être, comme votre copain, là. Fellini, dit maman. Fellini, dit Louis. Et toi, demanda papa, qu'est-ce que tu feras, toi?
Moi, après une hésitation, Louis répondit, moi, je serai personnage. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis devenu écrivain, j'ai écrit des essais, des romans, des bandes dessinées, des scénarios, des pièces de théâtre. J'ai raconté toutes sortes d'histoires pour les adultes comme pour les enfants. J'ai même écrit une série de nouvelles sur notre adolescence commune, dont Louis était le personnage principal. Dans ces nouvelles, je l'appelais Camo. Le nom est devenu un titre générique. Les jeunes lecteurs disent les Camo, un Camo, mon Camo. Il pourrait aussi bien dire un Louis, mon Louis. Chapitre 8. Ce matin-là, donc, dans la voiture qui nous menait sur les lieux de la grande randonnée, la conversation tournait autour de mon rêve. Louis avait posé une question intéressante. Sait-on vraiment quand commence un rêve? Par exemple, le tien, me demanda-t-il. Quand a-t-il commencé, d'après toi? J'étais sûr de ma réponse. Bon, quand l'ampoule de la veilleuse a explosé et que j'ai vu le miel couler sur le lino. Ça, dans la réalité, ça n'existe pas. Je l'ai rêvé. Et faire exploser une ampoule en la regardant fixement, c'est impossible en vrai. D'autant moins impossible, dit ma mère, qu'il n'y avait pas de veilleuse dans le couloir. J'ai mis un certain temps à comprendre ce qu'elle venait de dire. La veilleuse n'y était pas, mais je l'ai vue avant de m'endormir. Ah non, tu l'as vue après t'être endormi, corrigea mon père en me jetant un coup d'œil amusé dans le rétroviseur. On a retiré l'ampoule, on a retiré la veilleuse le soir de tes 5 ans, compléta ma mère. Souviens-toi, tu nous l'avais demandé comme cadeau d'anniversaire. Je suis plus un bébé, j'ai plus besoin de veilleuse, je veux qu'on l'enlève, j'ai 5 ans. Donc, cette nuit, conclut Louis, la veilleuse, tu l'as rêvée. Incroyable. Ce qui repose la question du début. Quand ton rêve a-t-il vraiment commencé? Cette fois, je réfléchis avant de répondre. Peut-être quand les parents sont allés se coucher. Je n'ai plus entendu la télé et je me suis endormi. Quelle télé? A demandé papa. Silence. Ici, dans le Vercors, nous n'avions pas la télévision. Nous ne l'avions jamais eue. La télé, c'était à Paris. Alors? Demanda Louis. À partir de là, j'y suis allé très prudemment. Moon, hier soir, pendant que nous bavardions, Louis et moi, tu es bien monté pour nous faire taire. Oh, hier soir, mon lapin, je dormais. Vous auriez pu faire tout le boucan du monde, ça ne m'aurait pas réveillé. Elle a essayé de lire un peu, précisa mon père, mais elle s'est endormie au bout de 2 pages. Je lui ai retiré ses lunettes, j'ai refermé son livre et j'ai éteint, parce que moi aussi je tombais de sommeil. Mes certitudes s'effondraient les unes après les autres. Je me sentais comme un de ces personnages de dessins animés qui continuent de courir quand ils n'ont plus le sol sous leurs pieds. Alors? Insista Louis. Alors, je n'étais plus sûr de rien. Rassure-moi, Lou, toi et moi, on a bien parlé de la lumière avant de nous endormir. Ouais? Tu prétendais que la lumière, c'est de la flotte. Mon père leva le doigt de la connaissance, ce qui, en montagne, n'est pas faux. De l'énergie hydroélectrique, en tout cas. Métaphoriquement, on peut donc dire que la lumière, c'est de l'eau. Tant que tu y es, suggéra maman, explique-leur ce qu'est une métaphore. Mais au point où j'en étais, peu m'importait d'apprendre un mot nouveau ou de savoir si j'avais eu tort ou raison dans ma discussion avec Louis. Tout ce que je voulais savoir, c'était quand ce rêve avait commencé. À présent, je remontais dans ma mémoire en tâtant le sol du bout des pieds. Dans notre discussion sur la lumière liquide, Lou, t'étais pas d'accord avec moi. C'est bien la réalité, ça. Ah oui, je te disais que tu n'avais peut-être pas bien compris les explications du maître. Vrai. Et tu t'es retourné vers le mur en disant, on verra ça demain quand tu auras mon âge. J'ai dit ça. Louis semblait sincèrement surpris. Pourquoi j'aurais dit ça? Il n'avait pas pu dire ça. Nous n'avons pas un jour, mais 8 mois de différence.
Louis et moi. Il est né en avril, moi en décembre. Cette fois, il éclata de rire. Voilà! Ça, c'est une idée de raconteur d'histoire. Les deux meilleurs amis du monde, qui ont un seul jour de différence, et l'aîné qui n'arrête pas de bassiner l'autre en lui répétant « Tu verras demain quand tu auras mon âge », faut être un raconteur d'histoire pour imaginer un truc pareil. Il sera écrivain, je vous dis. Je suis prêt à le parier. Ou cinéaste, là, comme votre copain Fellini, précisa maman. Hein, Fellini. Après quoi, il posa une nouvelle question. Mais dis-nous, quand tu t'es penché par la fenêtre, ça t'a pas surpris de voir une ville à la place de notre paysage habituel? Chapitre 9. Louis avait raison. Chaque matin, depuis toujours, quand j'ouvre les volets sur le Vercors, c'est un paysage qui s'offre à moi. Et quel paysage! Pas une seule maison jusqu'à l'horizon, au nord comme au sud. Rien que le moutonnement sombre de la forêt, au loin, sur les contreforts de la montagne, et le lent encerclement des champs de blé autour de nous. L'explosion des nuages aussi, immensément blancs dans ce ciel bleu. Les arbres que mes parents ont plantés dans ma petite enfance s'épanouissent aujourd'hui très au-dessus de la maison. Ils regardent nos générations de haut. Les arbres ici, le tronc soyeux des bouleaux, la ramure formidable des hêtres, les sapins couchés par le vent du nord, les grappes lumineuses des sorbiers à la fin du mois d'août, tous ces arbres, dans tout ce vide, me parlent de toute ma vie. Un écrivain, même bourré d'imagination, ça n'invente pas grand-chose. La plupart de mes trouvailles sont des souvenirs qui font des histoires. Et ces histoires, je les écris ici, dans la cabane que mon père jadis a construite à ma mère. Elle est en planche, elle l'a comme moi blanchie avec le temps. Elle a résisté au froid terrible des hivers, au poids écrasant de la neige, aux pluies torrentielles des printemps, aux étés de plus en plus brûlants et au vent surtout, qui souffle ici presque toute l'année et qui a fini par lui donner son air penché. Le vent a soufflé les années, mais la cabane est toujours debout. Moi dedans, il y a tellement à raconter encore. Sur le fronton de la cabane, mon père a peint le nom de ma mère et la date où il l'a construite pour elle. Louis et moi étions si petits que nous faisions semblant de l'aider. Chapitre 10. Donc, ça t'a pas surpris de trouver une ville à la place de notre paysage? Non. Non, la surprise, c'était l'inondation de lumière. Les appartements qui vomissaient, les murs dégoulinants, la soupe de marbre qui coulait dans les rues, les poubelles que le courant emportait, tout ce mouvement de lumière morte dans cette ville que je ne connaissais pas et qui pourtant m'était familière. Tu pourrais nous la décrire? Quoi? La ville? Ils voulurent que je la leur décrive le plus précisément possible. Le carrefour de l'église. Bon, oui, mais y avait-il une église à ce carrefour? Ouais. Quel genre d'église? Avec un clocher pointu, un clocher en lauze, comme souvent les églises de montagne, et un cimetière derrière elle, comme l'église de la rue de Bagnolet à Paris, au-delà de la rue des Pyrénées. Ouais. Comment pouvais-tu voir le cimetière s'il était derrière elle? Je le devinais. Je me disais que l'inondation avait épargné les tombes en le contournant. Je me disais que si la coulée de lumière avait envahi le cimetière, l'inondation se serait arrêtée. C'était la vitesse qu'elle avait acquise dans les rues en pente le long de son mur qui avait créé la grande pagaille du carrefour. Le nom des rues? Demanda Louis. Euh, 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 Rue du Repos et rue de la Paix, avec au coin de la rue de la Paix et de notre rue à nous, un bureau de tabac dont la carotte clignotait. Le nom du tabac? Tabac de la Paix. Plus il m'interrogeait, plus me revenaient des détails qui, sur le moment, ne m'avaient pas frappé. Et peut-être que tout ça,
Tu l'inventes maintenant, suggéra Louis. Je jurais que non, mais ce n'était pas impossible. Plus tard, en notant mes rêves, je les ai notés toute ma vie à partir de ce jour, j'ai observé que raconter un rêve, c'est l'imaginer autant que s'en souvenir. C'est transformer la sensation en récit. Au strict sens de l'expression, c'est faire des histoires. Il arrive même qu'à l'intérieur du rêve, le rêveur soit à ce point saisi par un détail qu'il se dise « Faut pas que j'oublie de noter ça demain matin en me réveillant ». À propos, intervint mon père, il n'y a jamais eu de cheminée chez ta grand-mère. Donc, pas de plaque de marbre sur la cheminée. Et pas de Saint-Sébastien à grande auréole non plus. Tu es sûr? Oh, si sûr que ta grand-mère était ma mère. À Noël, nous ne mettions pas nos chaussures devant une cheminée, il n'y en avait pas. Nous les déposions autour d'un sapin. Et pas de Saint-Sébastien? Pas de Saint-Sébastien, non. Chapitre 11. De la randonnée elle-même, je n'ai pas de souvenir précis. Il faut dire que nous en avons tant fait dans notre enfance que je les confonds un peu. D'ailleurs, la plupart de mes souvenirs de randonnée ont trait à Louis et sont par conséquent à fort coefficient romanesque. Autant dire des souvenirs oniriques. Le jour où Louis a pêché à la main les 4 truites du déjeuner, le jour où Louis est entré tout entier dans un trou de marmotte pour en ressortir avec la propriétaire dans les bras, en gueulant « je vais l'adopter », cette grosse fille, 8 points de suture, la grosse fille n'était pas d'accord et ses dents étaient des rasoirs, le jour où Louis a si bien parlementé avec l'âne qui portait nos affaires que l'âne est retourné de lui-même chez le loueur sans qu'on n'y puisse rien, le jour où Louis a sauvé une gamine coincée dans une grotte pendant que ses parents, trop volumineux pour y pénétrer, hurlaient à la mort, le jour où le vélo de Louis a été stoppé par un muret et que mon copain a continué un bout de la randonnée en volant, scène que j'ai reproduite dans un camo, le jour où Louis a sauvé un circaète Jean Leblanc. Un circaète, c'est un petit aigle blessé par une bande de corbeaux et qu'il s'est fait chasseur de serpents pour nourrir son rapace pendant le reste des vacances. Le jour où Louis a descendu la falaise du Mont Aiguille sans corde de rappel. Le jour où Louis ne vint pas. Le jour où pour la première fois j'ai passé mes vacances loin des parents. Le jour où nous sommes devenus adultes. Le jour où nous sommes devenus âgés. Et ce jour d'aujourd'hui, où j'écris ces pages dans la cabane penchée, parce que ma fille Alice a retrouvé le carnet que ma mère m'avait offert au retour de cette randonnée, pour y noter mes rêves. Chapitre 12. Cette nuit-là, d'ailleurs, j'avais rêvé. C'est le tout premier rêve noté dans ce premier carnet. Mon père avait dû nous expliquer l'essentiel sur l'électricité, comme quoi elle est constituée d'ondes électromagnétiques et qu'elle se déplace à 300 000 km/s, parce que j'ai passé une partie de la nuit à poursuivre Louis à l'intérieur d'un fil électrique qui faisait 365 fois le tour de la Terre, et nous courions si vite, 300 000 km/s, que la Terre s'est allumée peu à peu, et qu'elle a fini par briller, comme l'ampoule d'une veilleuse, dans un firmament sans étoiles. Chapitre 13. Donc, Louis et moi avons grandi, nos parents sont morts, des enfants sont nés, qui ont fait des enfants à leur tour. J'entends les jumelles se chamailler pendant que j'écris ces lignes dans la cabane penchée. Toute ma vie, je suis resté fidèle à la maison du Vercors, devenu point de ralliement de ma tribu et le cadre de certains de mes romans. À chaque visite de Louis ici, il arrive toujours à l'improviste, et c'est chaque fois la même heureuse surprise, les enfants nous imposent un rituel. Passer une nuit ensemble, lui et moi, dans notre chambre d'enfant, celle-là même où nous bavardions au début de ce récit, qui est depuis toujours la chambre des plus petits, en l'occurrence aujourd'hui la chambre de Mila et de Nora. Passer une nuit dans notre chambre d'enfant pour donner à un nouveau Camo une chance de naître.
C'est déjà arrivé. L'agence Babel et l'évasion de Camus ont été conçus dans cette chambre, à partir de nos bavardages. Une nuit par an, donc, minimum, c'est un ordre que les jumelles nous ont donné ce soir, à l'heure et dans les termes où nous les envoyons ordinairement se coucher. Allez, aux pieux les vieux, c'est l'heure. Chapitre 14. De quoi parlent les enfants? De quoi parlent les enfants dans leur chambre d'enfants? De leurs parents. De quoi parlent les parents? De leurs enfants. Et de quoi parlent les grands-parents? De leur santé. On a expédié le sujet, Louis et moi. Ça va, toi? Ça va. Avarié, mais rien de cassé. Et toi, ça va? Ça fonctionne à peu près. Sur quoi nous sommes passés à autre chose. J'écris un Camus, dis-je à Louis. Louis a demandé, les enfants le savent? Pas encore. Tant mieux. Ils croiront que c'est le fruit de notre copulation. Puis nous avons parlé des enfants en question, de nos femmes, des uns et des autres, de tout un chacun, Mine et sa conquête du Japon médicinal, Charlotte et la politique culturelle de Marseille, Vincent et le droit de l'immigration, la rencontre de Christophe avec une Corentine, fort appréciée de la tribu, celle de Carole avec un dessinateur à l'œil aigu dans une tête ronde, Kaina et la vitalité de ses jumelles, l'épopée chinoise de Gilles, Loïc et la construction de sa maison de santé, Manu et ses tournées théâtrales, Kyoko et sa liaison avec Maupassant, l'homosexualité d'Alex, enfin décomplexée, Rolf, toujours partagé entre le Québec, l'Inde et le Mexique, les rébus inimitables de Fanchon, la musique d'Alice, dont Louis et moi suivons avec passion les recherches instrumentales, Anna, qui lit de plus en plus et nous éclaire de mieux en mieux, et les questions très directes de Lulle qui, tout à l'heure, nous a demandé à Louis et à moi ce que nous éprouvions quant au fait de vieillir. Qu'est-ce que vous ressentez, vous autres, les vieux? Depuis qu'il s'est parlé, Lulle mène sur la vie des investigations d'une grande ténacité. J'aime beaucoup sa persévérance exploratoire. Je lui ai demandé ce qu'on ressent, à quel point de vue? Celui du vieillissement. Vieillir. Ce que vieillir veut dire. Louis a répondu le premier. C'est sentir les années passer comme des semaines quand les semaines sont pour toi des années. Et moi j'ai répondu, c'est éprouver le poids du ciel. Une réponse d'hyperactif contre une réponse de contemplatif, a commenté Alice. Ou une intuition de matheux contre une proposition de physicien, a suggéré Christophe. D'un côté, le passage du temps perçu comme progression logarithmique, de l'autre, l'usure physique vécue comme un accroissement de la pesanteur. C'est à cet instant que les jumelles ont surgi de la cuisine avec l'autorité d'une seule et minuscule mère future. Allez, aux pieux les vieux, c'est l'heure. Chapitre 15. Une fois la tribu passée au crible, Louis a changé de sujet. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, ce nouveau Camus? Tu sais cette inondation de lumière quand on était gosse? Non, Louis ne savait pas. Il ne savait plus. Il ne se souvenait pas de mon premier rêve homologué. Parmi nos innombrables discussions nocturnes, cette histoire de lumière liquide ne lui disait plus rien. En revanche, il se rappelait l'allusion de ma mère à Fellini, quand elle m'avait recommandé de noter mes rêves. Ah, ta mère, elle l'aimait, son Fellini. Ton père, ni fier ni raisin, si tu vois ce que je veux dire. Il, Federico, appréciait beaucoup les dessins de ta mère, ses dessins de modiste, ses robes et ses chapeaux. On dirait que vos chapeaux imaginent des visages. Il avait sorti une phrase de ce genre. Et vos robes font rêver au corps de mes songes. C'était l'époque où elle avait décidé d'habiller joliment les grosses dames. En matière d'enfance, Louis a toujours été ma mémoire vive. Ce soir-là, il me rappela aussi qu'il gardait un très bon souvenir de la randonnée à l'usine hydroélectrique. C'est le jour où ton père nous a appris la plongée sous-marine. Tu t'en souviens pas?
Un excellent moyen de s'affranchir des lois de la pesanteur, soit dit en passant. Nager sous l'eau, oui. J'avais conservé intense le souvenir de la sensation, cette libération de la pesanteur. Quand mon père m'avait fait basculer avec mes bouteilles et ma combinaison de plongée, dos au lac et palmes en l'air, comme les plongeurs professionnels, fiston. Sous l'eau, je ne pesais plus rien. Je planais. C'était une sensation à la fois nouvelle et immémoriale, comme si je découvrais qu'il était dans ma nature de planer, que la marche, par comparaison, était une nécessité accidentelle, voire un préjugé d'espèce. Je m'étais aussitôt dit que je passerais ma vie sous l'eau. Et pourtant, dis-je à Louis, je n'ai presque plus jamais plongé. Une ou deux fois peut-être. Tu as toujours été comme ça. Tu as toujours cultivé le souvenir de la sensation plutôt que sa répétition. C'est ce qui fait de toi un écrivain, j'imagine. Moi, il faut que je remette le couvert tous les jours. Le sommeil commençait à empâter sa voix. N'empêche, dit-il encore, le ciel pèserait moins lourd sur tes épaules si tu vivais sous l'eau. Et c'est là qu'est né le projet. Dis donc, si on y allait, demain, a proposé Louis, sans les gosses, hein. Allez, on y va. On retourne au grand barrage, 55 ans après, tu te rends compte? On y va tous les deux, on loue l'équipement, combinaison, palme, bouteille, et on se libère de la pesanteur. Comme toujours avec Louis, aussitôt dit, aussitôt fait. Troisième partie, la question du décor. Chapitre 16. L'endroit avait beaucoup changé depuis notre enfance, bien sûr. Très construit désormais. Hôtel, piscine, ponton, ski nautique. Et autour des berges que cernaient les montagnes, un double ruban d'asphalte. C'était un chemin muletier quand on était gosse, affirma Louis. La retenue d'eau était aujourd'hui un grand lac. L'usine hydroélectrique désaffectée était devenue un restaurant ouvert sur le dit lac. Le barrage, une plage parquetée, vaste courbe hérissée de plongeoires où déambulait le corps tatoué de la jeunesse. D'ailleurs, il y avait longtemps que je ne l'avais pas vu nu, la jeunesse. Tiens, me dis-je, il faudra que je signale cet effet du vieillissement à Lul. Ne plus savoir à quoi ressemble le corps de la jeunesse. Et que je lui demande le pourquoi de ces tatouages, tous tatoués comme un seul corps. À quoi rime un si uniforme désir de singularité? Au fond, j'aurais passé ma vie à questionner les autres, demander à mes parents le nom des choses, des plantes et des bêtes, demander un peu de sens aux livres, et demander au dernier né le pourquoi de leur costume, et demander au dernier né le pourquoi de leurs coutumes. Chapitre 17. Toutes pensées qui s'évaporèrent pendant que l'eau se réchauffait entre ma peau et ma combinaison de plongée. Une claque froide, puis cette sensation de mettre tout un lac à votre température. C'était bien ce que j'avais ressenti la première fois avec mon père. La gifle glacée du lac, puis la conquête d'une parfaite jouissance amniotique. Et avec elle, l'aptitude à me mouvoir dans toutes les directions. Dans toutes les dimensions, pas les directions. Sous l'eau, on se meut dans toutes les dimensions. Libéré de la pesanteur, bel et bien. Comment avais-je pu me passer de ce délice ma vie durant? Comment ai-je pu troquer le corps de l'ange contre son seul souvenir? Car ce n'est pas comme un poisson, ni comme un oiseau que se meut le nageur dans l'éternité de l'eau. C'est comme un ange. La surprise de ne plus rien peser. Oh, ces retrouvailles avec mon corps idéal. L'abolition de la durée aussi. Ah, l'éternité des profondeurs. Je me suis mis à jouer comme un enfant, courser les bulles, prendre mes chevilles avec mes mains, cabrioler, vriller.
comme la première fois. Louis me regardait en se tapant le front de l'index. Je crois qu'il riait. Pour lui sourire, j'ai ôté mon masque, comme on fait toujours en plongée quand on veut le vider de son eau, et je me suis aperçu que je n'avais pas non plus oublié ce geste-là. Je n'ai rien oublié, me disais-je. Rien oublié de ce qui aurait fait de moi un plongeur si j'avais passé ma vie à plonger. Tous les gestes y sont, tous les instincts, illico récupérés, aussi naturellement que si je remontais sur une bicyclette. Aisance parfaite, liberté de l'ange, éternité sans pesanteur. Adieu le poids des ans, retour à l'inépuisable énergie de l'enfance. J'aurais pu faire durer mes jeux éternellement si Louis ne m'avait pas tapé sur l'épaule et fait signe de le suivre. Cette fois, nous avons plongé pour de bon. Chapitre 18. Je ne me suis pas demandé jusqu'à quelle profondeur mon vieil ami m'entraînerait, ni si en remontant je saurais encore respecter les paliers de décompression. J'ai plongé comme s'il n'y avait plus ni fond ni surface. J'ai plongé dans mon élément, comme si je vivais désormais dans la couleur et la compagnie oblique de la lumière. Je suivais Louis sous l'eau comme jamais je n'avais pu le suivre dans notre tumultueuse jeunesse. C'était pas mes muscles qui me propulsaient, c'était le seul désir d'être, être absolument là, dans mon élément retrouvé, sans âge et sans projet, comme sont les poissons que je n'effrayais pas, ces chevennes dont j'accompagnais les bandes, cette carpe immobile que j'aurais pu prendre dans mes bras, n'être rien d'autre que la sensation d'être et me complaire dans ces formules contentes, comme si j'écrivais sous l'eau, sans stylo, sans papier, avec des mots solubles. J'en étais là de mes divagations sous-marines quand Louis me montra quelque chose. Son doigt insistait. Chapitre 19. C'était une surface grise qui chatoyait doucement aux rayons noyés du soleil. Je n'ai pas identifié d'abord. J'ai surtout été frappé par son immobilité, cette immobilité des choses immergées. Pendant que Louis poursuivait son exploration en profondeur, je me suis approché, j'ai posé ma main sur de l'ardoise, un grand pan d'ardoise sur une toiture qui s'évasait vers le bas et s'affinait vers le haut. J'ai mis quelques secondes à identifier ce que je voyais là. C'était si extravagant de trouver ça sous l'eau. Le toit d'une église, un clocher, avec à son sommet une croix où courait encore le câble rouillé d'un paratonnerre. Je me suis laissé remonter, me remplissant d'air pour gagner en altitude, mes poumons retrouvant instinctivement leur fonction de ballast. Quelques mètres à peine au-dessus de la croix, 2 ou 3 tout au plus, miroitait la surface du lac, la fin de l'eau, le couvercle du ciel. De jeunes tatoués tournicotaient autour du clocher, ils plongeaient comme des torpilles, et leurs corps pétillants remontaient comme des bouchons. Je les imaginais jaillissant à la surface, éjectés par l'énergie de leur jeunesse et prêts à replonger aussitôt. D'autres, qui portaient comme moi des bouteilles d'air comprimé, pénétrèrent comme moi dans l'église par les ouvertures du clocher, constatant comme moi que les cloches n'y étaient plus, tournoyèrent comme moi dans un étroit escalier en colimaçon dont la porte moussue nous expulsa dans le grand volume d'une nef sans autel et sans chaise. À y repenser aujourd'hui, la première surprise passée, ce qui m'étonna vraiment, ce n'était pas de nager dans une église engloutie. Après tout, on ne fait pas de grands barrages sans casser des œufs. Mais c'était que les jeunes tatoués y prenaient des photos avec leur portable,
qu'une de ces innombrables églises dont le XIXe siècle a saupoudré la France ait été sacrifiée à ce barrage, et probablement le village qui allait avec elle, me surprenait moins que la découverte du tatouage universel et du smartphone étanche. Etche la vieillesse. Malgré toute notre expérience, nous autres, les vieux, comme dirait Lulle, nous ne sommes toujours pas maîtres de nos stupeurs. J'ai nagé vers la porte où m'attendait Louis et nous nous sommes retrouvés sur la place de l'église. Chapitre 20. Hormis le fait que j'avais cru son clocher en lauze, quand il était d'ardoise, c'était exactement l'église de mon rêve d'enfant, flanquée de ces 2 ruelles en pente, et dont le parvis donnait sur une place où se dressait encore le squelette d'un réverbère au cou cassé. Pourquoi le souvenir de mes rêves dure-t-il si longtemps, alors que dans ma vie diurne, je ne me souviens de rien? Nom, visage, adresse, rendez-vous, anniversaire, numéro de téléphone, code de ceci et de cela, titre de romans ou de films, événements privés ou publics, documentation nécessaire à mes livres, projets et rendez-vous, j'oublie depuis toujours tout ce qui peut m'être utile, alors que mes rêves les plus anciens demeurent, eux, à disposition permanente de ma mémoire. Amnésique de naissance, je fais les rêves inoxydables. Un rien me les rappelle, enfin, encore qu'une église engloutie dans un lac de montagne puisse difficilement être classée parmi les riens. Dès qu'un détail les convoque, mes rêves reviennent à moi aussi tenaces que ces papiers peints de notre enfance que nous ne pouvons décoller de notre mémoire. Louis me fit signe de le suivre. Il avait quelque chose à me montrer. Je nageai vers lui, parmi les jeunes tatoués qui bagnaudaient autour de l'église à petits battements de palmes, le dos un peu cambré, les bras le long de leurs corps irréprochables, les amoureux souvent, celui-ci montrant ceci à celle-là, celle-ci dans une brusque accélération entraînant celui-ci vers cela. Leur attention ne se fixait que quelques secondes sur l'objet de leur curiosité. Immobiles et vifs comme des poissons, ils bifurquaient soudain, en quête d'un nouvel émerveillement. On aurait dit qu'ils jouaient à regarder. Quand je rejoins Louis, il me montra la plaque de la rue dont il venait de gratter la mousse. Rue du Repos, ouais. Et de l'autre côté, à n'en pas douter, rue de la Paix. Et le long des 2 rues en pente, le muret du cimetière. Et dans le cimetière lui-même, les tombes vides, leurs dalles posées à côté de la fosse. On a déménagé leurs morts avant d'inonder leur village, me dis-je. Les morts auront été les seuls rescapés de cet engloutissement. Chapitre 21. J'en conclus que Louis m'avait menti. Il se souvenait parfaitement de mon rêve d'enfant et ne nous avait pas menés ici par hasard. Il connaissait l'existence de ce hameau englouti, il avait préparé son coup de longue date, choisi le jour, loué l'équipement, réservé l'heure de plongée. Du Louis tout craché. À ses yeux, la vie ne valait que si elle était surprenante. Et comment m'épater davantage qu'en me plongeant tout lucide dans le décor réel d'un rêve que j'avais fait pendant notre enfance commune. M'offrir un demi-siècle plus tard, ce bourg sacrifié aux exigences de l'électricité de montagne et métamorphosé en Disneyland sous-marin. Émerveillement garanti. Ce qui, me dis-je aussi, n'empêchera pas Louis, quand nous serons sortis de l'eau, de pester contre notre civilisation mortifère, acharnée à célébrer les étapes de sa disparition. Je connaissais les discours de Louis sur ce sujet. L'essentiel de nos distractions consiste à nous regarder mourir. J'engloutis un village dont je fais un parc d'attractions. Je détraque les enjeux climatiques au profit des blockbusters catastrophes. La guerre est partout le chaudron de la fiction. Nous cuisinons nos propres tripes à la sauce de l'entertainment. Le tout au nom de notre mémoire et de notre vigilance, bien sûr. Notre pieuse vigilance.
notre irréprochable mémoire. Il ne servait à rien d'objecter à Louis la découverte des antibiotiques, la fin des pandémies. C'est extraordinaire, parce que j'ai écrit ça avant le coronavirus. Et je parle de la fin des pandémies. Ça vous en dit long sur la prescience des auteurs, la fin des pandémies. Aujourd'hui, on est en plein dedans. L'explosion démographique, la nourriture pour tous ou presque, la communication universelle et le considérable allongement de la vie. Très bien, rétorqua Louis. Nous serons d'innombrables vieillards à savoir que nous crevons le ventre plein. Très bien. Il nous servait ce genre de discours quand il était surmené. Chapitre 22. Et mon père là-dedans. Connaissait-il l'existence du village englouti quand il avait organisé cette randonnée? C'est oui, pourquoi ne nous avait-il pas fait plonger au-dessus du clocher, comme les jeunes tatoués d'aujourd'hui? S'était-il ravisé à la dernière minute? Les lieux n'étant pas alors aménagés pour la distraction de masse, avait-il craint l'accident? Consulter ma mère? C'était notre première plongée après tout. Trop dangereux? Une autre fois peut-être? À moins que, ignorant l'emplacement exact du village sous l'eau, pour le trouver, il s'était probablement fié à une ancienne carte routière, il ne nous ait fait plonger trop loin, et nous avions cherché l'Atlantide en vain, lui en poisson pilote, nous en alevin rêveur. Chapitre 23. Tout de même. Si mes parents savaient où ils me conduisaient, qu'avaient-ils pensé de moi pendant que je leur racontais mon rêve? Ils m'avaient écouté en se taisant. Pendant tout le voyage, ils avaient d'un commun et muet accord gardé le secret sur notre destination. Mais que pensaient-ils de mon rêve? Ce gosse est une pitié? Nous avons mis au monde un enfant prémonitoire? Car le village vers lequel nous roulions avait bel et bien été submergé par de la lumière liquide. Ce que fuyait la noria des voitures aveugles et surchargées de mon rêve était bel et bien un tsunami de lumière morte. Un rêve prémonitoire, d'une grande portée métaphorique. Voilà ce que leur fils leur racontait, pendant qu'il le conduisait sur les lieux mêmes où s'était déroulé le rêve en question. S'ils ne m'ont pas considéré comme un génie ce matin-là, ils ont au moins dû admettre que j'étais un sacré phénomène, le rêveur des rêveurs. Ne faudrait-il pas en parler à Fellini? Qu'en penses-tu, chérie? Ne crois-tu pas qu'il faudrait présenter le petit à Federico? Surtout s'il est destiné à devenir écrivain. Federico est un homme accueillant et direct. Il le prendra sous son aile. Il saura le guider, à sa façon débonnaire et souriante. Et puis il s'y connaît en rêve, lui. Non seulement il note et dessine tout ce qu'il fait, mais il en parle avec le professeur Bernhardt tous les matins. Federico n'est pas un rêveur du dimanche. Il sait que le rêve, c'est la vie. Ouais, t'as raison, mais non, on va pas embêter Fellini avec le petit. C'est un homme terriblement sollicité. Tu imagines le nombre de personnes qui doivent faire son siège? Tout fan de Fellini rêve de rencontrer Federico. Non, fichons-lui la paix, tu veux. Tu as déjà eu la chance inouïe de travailler pour lui. Laissons les choses se faire d'elles-mêmes. Plus tard, peut-être, si le petit confirme ses dons. Bref, je n'ai jamais rencontré Federico Fellini, mon cinéaste préféré. Vu tous ses films, plutôt 20 fois qu'une, ouais, mais rencontré, jamais. Le jour où j'ai appris sa mort, j'ai ressenti une culpabilité étrange, un remords de pillard, dirais-je. Un peu comme si Fellini m'ayant ouvert la caverne fabuleuse de ses images, je l'avais laissé tomber quand il avait cessé de tourner, donc de m'enchanter. Jouir et trahir, voilà ce que je lui avais fait. Mais non, mais si, mais non, je te dis. Rappelle-toi, ta mère ne t'a pas présenté à Fellini. Tu ne l'as jamais connu.
Donc, tu n'as aucune raison de tourner autour de ton linceul comme Judas, de son linceul comme Judas autour du Golgotha. Chapitre 24. En sorte qu'une onde de mélancolie accompagnait maintenant ma promenade sous-marine avec Louis. J'aurais pu connaître Federico Fellini. J'aurais pu assister à la métamorphose de ses rêves en film. J'aurais pu nager dans les eaux multicolores de Cinecittà, y planer dans le fameux Studio 5 avec le sourire dubitatif et un peu somnolent de Mastroianni, vers Anita Ekberg, la pulpeuse méduse, vers Magali Noël, l'inoffensive murène, me glisser comme une anguille entre les seins de Maria Antonietta Belluzzi, la buraliste fabuleuse d'Amarcord. J'aurais pu remonter le moral de Federico quand il ne tournait plus, et surtout quand il ne rêvait plus. Ce qui advint à la fin de sa vie, à cause de l'âge, celui que j'ai aujourd'hui, et des somnifères. Voilà ce que j'aurais pu faire si seulement ma mère m'avait présenté à Federico Fellini. Au lieu de quoi, me disais-je, je joue les poissons dans un aquarium à touristes où j'en mettrai ma main à couper. Aucun des jeunes tatoués qui nous entourent ne sait qui était Federico Fellini, ni seulement qu'il a existé. Lul, mon petit Lul, strictement entre toi et moi, je te le dis, vieillir, c'est constater que plus personne ne connaît Federico Fellini. Et c'est ignorer le nom des jeunes réalisateurs d'aujourd'hui, rétorquera Lul avec son sens inné de la symétrie. Chapitre 25. Puis m'est venue une envie dont la satisfaction a mis fin à notre promenade sous-marine. Une fin brutale, je dois dire. L'envie d'assouvir ma curiosité jusqu'au bout. Louis m'a fait un sacré cadeau, me dis-je. Il n'est pas donné à tout le monde de visiter le décor d'un de ses rêves, de plonger en toute lucidité dans la réalité du songe. La moindre des choses est de profiter de la circonstance pour apporter ma contribution à l'onirologie. Voyons un peu de quoi était fait ce rêve d'enfant, puisque les circonstances me présentent aujourd'hui sa part de réalité. Voyons, creusons. Allons au détail, aussi minutieusement qu'un policier sur une scène de crime. Commençons par l'autopsie méthodique du décor. Rue du Repos et rue de la Paix. Bon. Les rues d'ici portent en effet les noms qu'elles portaient dans mon rêve. Très bien. Elles sont en forte pente et donnent sur la place de l'église. Oui. L'église est adossée au cimetière. Bon. L'inondation a épargné les morts. C'est vrai. Au milieu de la place, le réverbère. Exact. Son cou cassé. En effet. J'ai donc, enfant, rêvé l'engloutissement d'un village qui existait bel et bien, je le prenais d'ailleurs pour une ville, village dont Louis m'offre la visite aujourd'hui que nous sommes vieux. Voilà pour les faits. Comment ces faits ont-ils été rendus possibles? On verra ça plus tard. Pour l'instant, regardons. Tel était mon état d'esprit. J'ai laissé Louis filer de son côté et j'ai redescendu la rue de la Paix jusqu'au tabac qui en faisait le coin. Je dis redescendre, mais c'est la rue qui descendait. Moi, j'ai nagé droit vers l'enseigne, comme on tire un trait dans le ciel. Aucun doute, c'était bien le tabac de la Paix, celui dont la carotte rouge clignotait dans mon rêve. Plus trace de la carotte, bien sûr. Il n'en restait qu'une tige de ferraille fichée au mur. Une gamine en maillot fluo et aux palmes clignotantes jouait à s'enrouler comme une anguille autour de cette tige rouillée. Elle risque de s'égratigner, me dis-je. Il faudrait entourer ces restes métalliques de polystyrène ou d'une quelconque mousse synthétique qui résiste au temps et à l'eau. Sinon, blessure et procès en perspective. Vincent va devoir défendre la gamine ou la boîte de tourisme responsable du site. Polystyrène, bon Dieu. D'ailleurs, le paratonnerre de l'église aussi est dangereux. Un jeune tatoué risque de s'y embrocher.
Ça va arriver, inévitablement. Pure affaire de probabilité, dirait Christophe. Miracle que ça n'ait pas déjà eu lieu. Un de ces 4 matins, un gosse va plonger un peu trop profondément et tiens, notre langue manque d'onomatopée pour l'empalement. C'est en faisant ces réflexions, que j'ai aperçu de l'autre côté de la rue la fenêtre ouverte par laquelle j'avais, dans mon rêve d'enfant, quitté notre maison, laquelle, on le sait, n'était pas notre maison, pas plus que cette rue n'avait été notre rue, ni ce village notre village. Je reconnais ce décor englouti sans l'avoir jamais vu, me dis-je. Telle est la situation. Et la dite situation, cette fenêtre ouverte sur le trottoir d'en face, au rez-de-chaussée d'une maison bien réelle, me flanque dans un état de curiosité inimaginable. Jamais éprouvé un tel désir de savoir, un tel besoin de vérifier, une inégalable exigence de vérité, pénétrer pour de bon dans la maison de mon rêve, par la fenêtre d'où j'en suis sorti il y a plus de 50 ans. Qui a jamais éprouvé une pareille tentation? Qui y résisterait? C'est la curiosité de l'enfant sur le point de naître. C'est le brusque soulagement du mourant dont la porte s'ouvre enfin sur la lumière. Tel était mon état d'esprit devant cette fenêtre béante. Fugitivement, je me suis demandé quelle musique Alice composerait si, dans un film, elle avait à illustrer un moment pareil. Puis, j'ai foncé vers la fenêtre de mes parents, aspiré par la curiosité. Chapitre 26. Je ne m'attendais pas à trouver leur lit fait, les rideaux flottant dans l'air nocturne ou leurs robes de chambre accrochées à leur patère. La pièce était vide, bien sûr. Le vide saturé des pièces englouties. Pourtant, j'y étais. C'était bien la chambre de mes parents. Je ne pouvais en douter. Je demeurais là, en suspension, entre ces 4 murs, immobile comme un souvenir, le cœur saisi par une atroce douleur d'absence. Un sanglot m'échappa, bulle de chagrin, dont l'explosion un instant troubla les lignes. Puis je fis l'effort de passer dans la pièce voisine. C'était bien le salon. Vide lui aussi, si on acceptait une carcasse de téléviseur rongée d'algues ondoyantes. Mais le souvenir frappant était ailleurs. Au fond du salon se dressait l'escalier où j'avais vu la cascade de miel et d'or charrier mon matériel de randonnée. Et au sommet de l'escalier, le palier donnant sur la porte de notre chambre, fermée, m'invitant à l'ouvrir, comme dans un film d'épouvante, vous savez. On pourrait faire une thèse là-dessus, les escaliers inquiétants des films d'épouvante. Inviter le spectateur à monter l'escalier et à ouvrir, le cœur battant, la porte de son enfance. J'ai pas à monter l'escalier. J'ai rempli mes poumons pour m'élever, sans un geste, au niveau du palier. J'ai nagé, je nage dans le décor de mon rêve, me disais-je, en approchant de la porte. Je touche mon rêve, me dis-je en saisissant sa poignée que je tournais. C'est ce geste qui mit brutalement fin à notre randonnée subaquatique. Chapitre 27. Parce que dans ma chambre, j'ai trouvé Louis, mais un Louis de 11 ans. Il me montrait une pièce de 1 franc et j'ai crié « Ne fais pas ça !» Trop tard,
Il venait d'introduire la pièce dans un distributeur de lumière. L'auréole du Saint-Sébastien posée sur la cheminée de marbre s'illumina, comme se déploie la queue d'un paon, et toute la chambre en fut éclairée. Là, j'ai hurlé « Que t'es con, putain! Ma grand-mère n'a pas de cheminée et pas de Saint-Sébastien. T'es chiant, merde! T'as tout foutu en l'air! » Cela hurlait en sanglotant comme un perdu. Quatrième partie, Federico Fellini, le livre de mes rêves. Citation, si tu regardes bien ces pages, tu y trouveras tout mon art et tout mon cinéma. Federico Fellini. Chapitre 28. Si un de mes anciens élèves tombe sur ces pages, il sera légitimement en droit de m'engueuler. Enfin, comment, monsieur, le coup du rêve? Non, 2 fois dans le même livre. Vous qui nous interdisiez ce genre d'échappatoire quand vous nous dictiez nos sujets de rédaction. Et ne me faites pas le coup du rêve, hein. N'essayez pas de vous enfuir par cette porte-là, je suis derrière, avec un gros bâton. C'est vrai, vous avez raison, je vous ai mené cette guerre, oui. Combien de fois vous ai-je répété, ce n'est pas un rêve, ce ne sont pas les martiens, ce n'est ni une hallucination, ni un tour de magie. Vous n'êtes pas sous hypnose non plus, ni sous comme des cochons. Je veux lire des devoirs imaginatifs et lucides, c'est compris? Coltinez-vous le réel. Il y a de quoi faire avec le réel. Mais que voulez-vous? Ces 2 rêves ont bel et bien eu lieu. Je les ai faits l'un et l'autre, avec les mêmes protagonistes, à des décennies de distance, le second se présentant comme une analyse du premier. Comment ne pas ouvrir, comment ne pas croire un rêve analytique? Comment soupçonner une seconde qu'on est une nouvelle fois en train de rêver? D'où le hurlement de fureur que, d'après Louis, j'ai poussé en me réveillant. Il s'était recroquevillé au fond de son lit. « Putain, j'ai cru que t'allais me sauter dessus. » Rien n'avait eu lieu de cette balade sous-marine, pas même sa proposition. Nous étions 2 vieux cons, réveillés dans nos lits jumeaux. Nos pyjamas étaient assez laids. J'ai ouvert la fenêtre pour faire respirer la chambre. Quant au barrage, me dit Louis, j'y suis passé l'année dernière, il n'a pas du tout changé. C'est la même saloperie de béton dont la masse grisâtre écrase un paysage aux berges vaseuses. C'est absolument sinistre. Il faudrait que je t'en veuille à mort pour te plonger là-dedans. Les poissons flottent sur ce lac. La maison se réveilla pendant que je me calmais, parfum de café et de pain grillé, tintement de bols et d'assiettes. De plus, on grattait à notre porte. C'étaient les jumelles. « Debout les vieux, c'est l'heure !» Et de dévaler l'escalier en pouffant. Et moi, de vous laisser à l'orée du chapitre 29. Voilà, écoutez, bonne continuation. N'attrapez pas ce fichu Corona. Portez-vous le mieux possible. On se revoit bientôt, hors confinement. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.